Les 4 députés de la Guadeloupe pour la première fois rassemblés pour évoquer les dossiers sensibles de l'actualité. Gestion de l'eau, crise du CHU. Ces derniers souhaitent défendre la Guadeloupe d'une même voix. Le député Max Mathiazin sera l'invité de cette édition. Et la commune de Saint-François prend de l'eau et ce sont les habitants qui boiront certainement la tasse. Près de 6 millions d'euros de déficit budgétaire à combler. La Chambre régionale des comptes préconise une hausse des impôts, une solution qui ne fait pas l'unanimité, nous le verrons. Bilan plutôt positif pour le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de la ville de Sainte-Anne. Les autorités ont enregistré une baisse de plus de 50% des cambriolages en 18 mois. Yvan Lemar nous détaillera les mesures qui font leurs preuves pour lutter contre la délinquance. Et le conseil départemental donne carte blanche à Anaïs Verspan au pavillon de la ville à Pointe-à-Pitre. À travers un ensemble d'œuvres, l'artiste revisite l'espace muséal et nous interpelle sur nos us et coutumes, découvertes à la fin de ce journal. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe, réunis pour la première fois pour adresser leurs vœux à la presse. Les 4 députés de la Guadeloupe avaient convié ce midi les médias dans un restaurant de Pointe-à-Pitre pour évoquer les dossiers chauds de l'actualité. Leur principal objectif, démontrer leur volonté de travailler ensemble pour défendre les sujets cruciaux qui concernent l'archipel guadeloupéen. Reportage Anne-Elisabeth Artsen, Moïse Dexter. 4 députés et une cérémonie. Pour la première fois, les représentants de notre département à l'Assemblée nationale ont présenté ensemble leurs vœux à la presse. L'occasion pour Hélène Vainqueur de revenir sur ses premiers mois en tant que députée. Nous avons décidé maintenant de travailler ensemble pour le bien de la Guadeloupe. Je crois que les Guadeloupéens apprécient et nous-mêmes, ça nous donne beaucoup plus de force pour faire entendre la voix de la Guadeloupe à Paris. Donc pour moi, c'est important. Le premier texte a été étudié dans la commission dont je fais partie, la commission des affaires sociales. Et c'est vrai que c'était la loi travail, avec les ordonnances travail. C'est vrai que je me suis aussi opposée au PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, parce que là aussi, l'augmentation de la CSG en tant que socialiste, je ne peux pas voter ça. Nous savions déjà que sur le CHU en particulier, il fallait faire des efforts financiers importants et malheureusement, l'incendie du CHU nous donne raison. Mais en tout cas, beaucoup de textes qui vont à venir et puis mon deuxième objectif dans l'immédiat, c'est le texte sur la formation professionnelle et l'apprentissage, parce que ça a des retentissements importants sur notre territoire. Pour le député de la 3e circonscription, cette nouveauté en termes d'unité des élus est une force vive pour notre Guadeloupe, de quoi mener à bien les projets de notre département à l'Assemblée nationale. C'est la bataille que nous menons sur l'eau, c'est la bataille que nous menons sur la question du chlordécone. Ce sont des combats que nous menons en commun à chaque fois que nous avons un dossier à défendre où nous contresignons, où nous signons ensemble. La Guadeloupe ne peut s'en sortir que s'il y a unité de sa population. Unité de la population guadeloupéenne. Il faut que les politiques politiciennes cessent. Je m'aperçois aujourd'hui que chacun fait son beurre sur la question de l'eau. C'est vrai qu'il y a des divergences sur cette question-là. Moi, j'en appelle à une structure unique. Mais je dis qu'on ne peut pas chacun rester de son côté, à la fois appeler la population à être solidaire et que nous, les élus, nous soyons divisés pour des questions de pouvoir, des questions de clocher. Alors, je suis de ceux qui ont voulu dès le départ, eh bien, que les députés guadeloupéens donnent l'exemple. C'est un exemple d'unité. C'est la raison pour laquelle nous le faisons d'abord. 577 députés, dont 27 originaires de l'Outre-mer, composent l'Assemblée nationale, dont nos 4 députés novices qui siègent donc au Palais Bourbon pour amender et voter les lois en faveur de notre département. Et le député Max Mathiazin nous a rejoint sur ce plateau. Max Mathiazin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. C'est la première fois que les députés affichent ainsi publiquement leur volonté de coopérer, dépassant les clivages politiques. Est-ce un message adressé aux prédécesseurs ou est-ce finalement la seule solution pour peser à l'Assemblée nationale? Disons que les prédécesseurs ont fait ce qu'ils ont cru bon faire. Nous sommes dit que la Guadeloupe, d'abord, nous regardons la Guadeloupe. Et la Guadeloupe a besoin d'unité. En cela, c'est un exemple. Nous donner l'exemple aux élus en leur disant que face aux difficultés de notre pays, eh bien, il faut que les élus trouvent un consensus ou des compromis. Nous ne pouvons pas nous permettre le luxe de la division. Le deuxième élément, c'est vrai que 4 députés qui travaillent de concert, qui arrivent à se mettre d'accord sur un minimum commun, eh bien, nous sommes plus efficaces à l'Assemblée nationale. Depuis votre arrivée à l'hémicycle, vous avez été plutôt actif, Max Mathiazin, je l'ai remarqué. J'ai noté votre intervention sur les conséquences de la pollution au chlordécone, la nécessité d'augmenter les crédits de l'agriculture pour réduire la part des importations. Et la plus médiatisée, c'est votre intervention concernant la Libye. De nombreuses interrogations au gouvernement, mais au final, peu de réponses concrètes. Eh bien, justement, peu de réponses concrètes, en tout cas, beaucoup d'interventions, des résultats.
J'ai obtenu que le ministre de l'Agriculture, que j'ai interpellé à la fois en audition et en commission, vienne en Guadeloupe pour écouter, parce que ce n'était pas prévu au départ, viennent en Guadeloupe pour écouter les agriculteurs et les marins-pêcheurs qui étaient victimes de sinistres après l'ouragan. J'ai obtenu aussi que soient rétablis les 10 millions d'euros qui avaient été purement et simplement supprimés pour le sport et pour les équipements sportifs de la Guadeloupe. Et puis, pour ce qui concerne la dernière intervention dont vous avez parlé, qui est une intervention mémorable, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai demandé au gouvernement, je viens d'envoyer une lettre au ministre chargé des relations avec le Parlement pour mettre en place un comité de suivi composé d'un parlementaire de chaque groupe pour évaluer le suivi effectif des mesures préconisées dès le lendemain de ma prise de parole par le président de la République. Il s'agit beaucoup de symboles. Est-ce que la communication a pris le pas sur les actions concrètes? Non, nous travaillons énormément. Vous savez, j'ai présenté un bilan des 6 mois comme mes autres collègues. Eh bien, je crois que nous sommes francs avec la population. Il n'est pas toujours facile, il faut le dire, pour nous, députés ultramarins, de nous faire entendre. J'ai remarqué très vite que les Outre-mer, malgré les déclarations du président de la République, la déclaration de politique générale du Premier ministre, j'ai eu l'impression, le sentiment qu'avec tous les députés, les 310 députés République en marche, que les Outre-mer n'étaient pas la priorité. Alors nous avons remis 100 fois l'ouvrage sur le métier pour nous faire entendre. Et je crois qu'on nous entend un peu mieux parce que nous sommes dans les ministères, nous posons des questions écrites au gouvernement, questions orales, amendements. Et je pense que le plus important, c'est que nous puissions nous accomplir cette mission qui nous a été confiée avec la célérité et le sérieux que le peuple guadeloupéen attend de nous. En parlant de sérieux et de mission, parmi les dossiers que vous portez en ce moment, c'est celui de l'eau qui suscite une vive polémique. Vous êtes d'ailleurs pour la création d'une structure unique de l'eau. Un nouveau collectif mené par Harry Olivier réclame un plan Marshall de l'eau avec la nécessité d'intégrer cette fois les usagers de l'eau au processus de gouvernance partagée. Y êtes-vous favorable? L'idée d'intégrer les usagers de l'eau. Non, mais chacun a son idée sur la question. Je remarque qu'aujourd'hui, ça fait polémique. Moi, ce que je voudrais, moi je ne suis pas acteur de l'eau, je n'ai pas de compétences en matière d'eau, les députés n'en ont pas. Ce que je voudrais, et je lance un appel ici ce soir, puisque ce sont les réseaux, les conduites d'eau qui ont des défaillances, parce que ce sont des conduites qui datent de 70 ans, qui n'ont pas été renouvelées. Et ça demande beaucoup d'argent. J'en appelle aux élus, aux EPCI, les 5 EPCI qui sont responsables de la distribution, de la production et de la distribution de l'eau, que ces présidents se mettent ensemble pour que, enfin, le plan d'investissement soit lancé, que le gouvernement puisse aider la Guadeloupe, que nous ayons les fonds européens nécessaires pour que nous puissions véritablement porter l'eau de manière sereine dans les robinets des Guadeloupéens, parce qu'il n'est pas normal que sur les 75 000 millions de litres d'eau prélevés en Guadeloupe, seuls 39 millions de litres arrivent dans les robinets parce que 60% de cette eau se perd dans la nature. Avant d'évoquer la responsabilité des représentants des communautés, des présidents de communautés d'agglomération, je reviens sur cette question. Ce plan Marshall souhaité par l'eau par ce collectif, qui souhaite désormais pas écarter les élus, quasiment si, et d'intégrer les usagers de l'eau dans ce processus de décision. Et êtes-vous favorable en tant que député? Ça ne me gêne pas, de toute façon. Les usagers de l'eau auront, s'ils sont représentatifs et ils ont des associations qui sont représentatives, devraient y être, puisque au moins ils auront leur mot à dire. Ils pourront mieux informer la population sur la production de l'eau, sur sa distribution. On a plutôt le sentiment qu'ils ont envie de contrôler l'action des élus locaux qu'ils estiment inefficace. Mais si les élus locaux ne prennent pas l'initiative qu'il faut, si les élus locaux ne mettent pas en place les décisions qu'attend la population, il est normal que les usagers aujourd'hui, et je dirais même au-delà des usagers, puisque le mot usager est un petit peu restreint, il est normal que la population aujourd'hui les transforme comme il le mérite pour pouvoir se regrouper. Parce qu'il n'est pas tout à fait sain que des élus fassent de la politique décisionnelle, partisane, avec une question aussi vitale que l'eau. Parce que si on n'a pas d'eau, on ne peut même pas parler de développement pour la Guadeloupe. On parle beaucoup de ces élus, des présidents de communautés d'agglomération, sans forcément les citer. Qu'est-ce qui bloque? Qui sont les responsables? Moi, j'ai dit ce que je pensais. Je crois que Allez chacun votre pensée. Aujourd'hui se trouve face à ses responsabilités. Aujourd'hui, chaque jour, j'appelle un élu différent. En tout cas, il m'arrive d'appeler les présidents de communautés d'agglomération et de leur dire « mettez-vous d'accord ». Parce que ce sont tous les élus qui payent, tous les élus qui sont décriés aujourd'hui, même ceux qui ne sont pas en charge de l'eau, parce que la population attend de nous que nous puissions nous mettre d'accord, sachant très bien que le plan d'investissement qui va être décidé nous donnera quelques résultats à court terme, mais qu'il faudra un long terme pour que l'eau soit l'ensemble des réseaux
les conduites soient réparées et que l'eau soit distribuée convenablement dans les robinets. Le président de région, Henri Chalus, a donné le dernier coup de semonce hier en affirmant que la région ne mettra pas un centime de plus pour régler la situation tant que les élus ne se seront pas mis d'accord pour une structure unique de l'eau, une gouvernance unique. A-t-il raison d'employer cette méthode? Moi, j'ai entendu le président Chalus dire l'autre jour qu'il demande l'habilitation eau. Alors, est-ce qu'il l'a fait ou est-ce qu'il ne l'a pas fait? Je ne sais pas. Moi, ce qui serait malheureux, ce qui m'attristerait énormément, c'est que ce soit le secrétaire d'État, le CONU, qui doit venir en Guadeloupe du 31 janvier au 4 février, qui réunissent les Guadeloupéens et qui leur disent et qu'ils trouvent une solution pour l'eau. Je leur dis, dépêchez-vous, présentez-nous un plan, présentez à la population un plan pour l'eau dans l'immédiat, car ça urge énormément. Et moi, j'aurais honte, les Guadeloupéens aussi auraient honte comme moi, de voir qu'il faut attendre que d'autres viennent de l'extérieur pour nous dire ce que nous devons faire dans un pays où nous avons la possibilité de nous mettre ensemble. Et où la ressource est abondante. Max Mathiasa, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. La commune de Saint-François, vous le savez, prend de l'eau et ce sont les habitants qui boiront certainement la tasse. Selon la Chambre régionale des comptes, la collectivité enregistre un déficit de près de 6 millions d'euros. Un endettement structurel laissé par son prédécesseur, selon Laurent Bernier. Quoi qu'il en soit, la Chambre préconise une hausse des impôts pour un retour à l'équilibre. Mais qu'en pensent les Saint-Franciscains? On écoute leurs avis, justement recueillis par Anne-Elisabeth Artsen et Moïse Dexter aujourd'hui. Alors c'est les impôts qui vont résoudre le problème. Comme si c'est pas parce que c'est nous qui avons fait la ville en déficit. C'est pas les citoyens qui ont mis la ville en déficit. C'est les maires eux-mêmes, ils n'ont qu'à voir ça entre eux. Pas du tout. Je ne suis pas pour augmenter les impôts. Pas du tout, pas du tout. Non, je ne suis pas prêt. Mais il a déjà augmenté, triplé même. Alors, il est toujours en déficit. Déjà, on paye déjà assez d'impôts. C'est déjà même trop. Et là, je trouve qu'il faudrait voir autre chose que payer les impôts. On paye moins. Quand on va toucher, on va toucher rien. Il va augmenter tout le budget, mais il va augmenter les salaires. Alors, pas augmenter les impôts. Voilà, il y a plein de choses qu'ils essaient de financer avec les impôts. Bon, à chaque fois, essayer de taxer le contribuable, je trouve ça un peu fatigant à la fin. Il faudrait peut-être déjà commencer à penser à augmenter les salaires des gens. Quand les salaires augmenteront, peut-être vous pourrez encore taxer. Je suis tout à fait d'accord, du moment que ce n'est pas exagéré. Si c'est augmenté de, je sais pas moi, 20 ou 30 euros, pourquoi pas? Si c'est pour aider, c'est pour une bonne cause. Pas ni rien, même on parle d'impôt, pas parler d'impôt, on pas ni rien, pas ni casa louer, on a envie de des grenons là, on a bien besoin de manger un peu au pays va. Mais si c'est pour payer, on peut payer puisque nous payons, je ne peux pas payer. Mais à pas première commune qui a tombé en déficit. S'il est dans la merde, il faut nous bailler un coup de main. Parce que si nous ne pas bailler un coup de main, quand nous nous trouver, quand nous pouvons faire bailler, je vais donner un coup de main. S'il faut augmenter, je paierai. Non, je ne serais pas prêt, parce que vu payer des impôts, pourquoi? En fin de compte, on n'a rien dans cette commune, on ne va pas s'amuser à payer des impôts pour aboutir à rien du tout. Ces déficits, ce n'est pas à nous de les aider à les boucher et tout, c'est à eux de trouver une solution pour régler leurs problèmes. Et c'est le dossier qui soulève des tensions, celui de l'eau. Depuis quelques jours, une vive polémique secoue le monde politique sur ce dossier. Pour le député Olivier Servat, ce sont les présidents des communautés d'agglomération qui polluent cette question, en particulier celui de Cap Excellence, qui n'est autre que son adversaire de toujours, Éric Jalton. Reportage Anne-Elisabeth Artsen, Moïse Dexter. L'eau, dossier épineux depuis de nombreuses années, pourtant une solution serait envisageable, une structure d'urgence. Aujourd'hui, le président de la région s'est exprimé, la présidente du département est d'accord. Tous les autres présidents de communautés d'agglomération sont d'accord à faire la réparation des réseaux d'eau. L'État est d'accord, les financeurs, les banquiers, les syndicats d'usagers d'eau, les syndicats de travailleurs de l'eau. On a aujourd'hui les syndicats même de salariés qui aujourd'hui se sont exprimés pour la structure unique et on a un individu qui veut bloquer le système. On lui dit non parce que l'intérêt supérieur des Guadeloupéens est en jeu. Et pourquoi faut-il cette structure d'urgence pour réparer les réseaux d'eau? Quand on discute avec les financiers, ils nous disent on veut bien vous financer, mais il faut une structure sur qui on va prélever l'emprunt, parce qu'il faudra faire un énorme emprunt entre 500 et 800 millions d'euros. Et il faudra aussi garantir l'emprunt par cette structure unique. Et ce sera ainsi la façon de faire, comme pour l'électricité, d'avoir un prix unique de l'eau à terme et une structure qui gère cette réparation. C'est la logique même financière, économique et politique. On n'acceptera pas des positionnements politiciens sur ce sujet-là. Pour la population, même constat, la gestion du réseau est à revoir et un changement d'organisation radical serait à prévoir. C'est pas correct, hein? Ah ouais, l'eau est trop chère. Ah ouais,
C'est pas agréable. Il faut qu'on mette une autre personne pour pouvoir digérer l'eau. Parce que là, c'est pas bon. L'autre jour, là, j'ai reçu une facture d'eau. Ce matin, marqué 372 €. Je dis, j'ai pas de piscine chez moi. Et au final, de tout, hier, j'ai reçu une autre facture, 168 € d'eau. J'en ai marre. Ah ouais. Ça dure vraiment trop longtemps, parce que tout le monde en a marre. Moi, même près de moi, on coupe l'eau à chaque fois. Il n'y a jamais l'eau, bon, c'est toujours un problème. Alors, c'est vraiment, c'est pas normal. J'aurais dû déjà trouver une solution, se mettre autour d'une table, bon, prendre des décisions vraiment concrètes pour la population. Toutes les instances politiques seraient donc favorables à la création de syndicats uniques en charge de la gestion de l'eau, avec comme premier chantier à mener la réparation de tout le réseau de notre archipel. Les 4 députés ont d'ores et déjà signé une motion en ce sens et semblent déterminés à avancer rapidement et ensemble sur ce dossier de l'eau. Et en Martinique, l'eau venue du ciel ne manque pas. Conséquence directe de ces pluies abondantes, les fruits et les légumes locaux se font de plus en plus rares. Les agriculteurs doivent ainsi s'adapter à la baisse de production et les prix commencent déjà à flamber. Reportage Johan Boulard. Bonjour. Est-ce que vous auriez des avocats, s'il vous plaît? Des avocats. Chou blanc pour Annie-Claire venue faire son petit marché. À 2 semaines du terme de sa grossesse, elle a une irrésistible envie. Peut-être le fruit de sa condition. Vous savez bien, les femmes enceintes, elles ont des envies, donc je voulais faire un guacamole aujourd'hui et je trouve pas d'avocat. Onde tropicale, ouragan, une météo de fin d'année désastreuse expliquerait aujourd'hui un début de pénurie. Certains fruits et légumes se font denrées rares, comme par exemple la banane jaune. Pour travailler ici dans le magasin, entre 80 et 100 kilos de banane jaune, que je commande à chaque fois pour le jeudi et le vendredi. Malheureusement maintenant, vu qu'il y a une certaine pénurie de banane jaune, la banane jaune, je ne peux même pas avoir un régime. Sur cette exploitation agricole, on pratique le désherbage thermique. L'étape est cruciale pour une production optimale, la méthode écologique. Seulement là aussi, on doit composer avec les caprices du temps. Il faudrait la pluie à tomber pour nous puissions arriver ça clé. Mais trop la pluie non plus pas trop bon. Mais nous sommes obligés de faire épidémie nature puisque c'est pas nous qui régler rien là. Le procédé fonctionne mal à cause du sol détrempé. Qu'à cela ne tienne, on passe au système D. On va faire les moyens du bon, on est obligé à sécher, obligé de sécher, si pas sécher, c'est pas gagner. On va biner, on va arracher les balles. Une production donc plus lente, plus fastidieuse lorsqu'elle est possible, qui occasionne parfois des retards. La raréfaction des produits se répercuterait directement sur les prix, notamment sur les étals des marchands ambulants. Moi, j'arrive, je n'en dis pas, mais c'est cher quand même. C'est cher, mais on est obligé, plus que ces produits locaux que on vend. C'est un problème, et en plus, pas n'y a rien pour travailler. Pas n'y a rien. Ah ouais, ben là, chez tout le monde, on ne peut pas trouver un baril qui fait peut-être 1,50 €. C'est 3 €, 4 €, ben là, le pouvoir acheter, pouvoir vendre. Du côté des touristes venus faire le plein de saveurs locales, eh bien on fait avec. On trouve quelques légumes, on voit beaucoup de commerçants, il y a quelques variétés. En général, c'est un petit peu cher, mais on se satisfait de ça. C'est cher, mais on n'a pas le choix, on vient chercher des vitamines. Alors on prend sur place ce qui nous plaît. Par contre, sur tout ce qui est rhum, il n'y a pas de souci, c'est ce qui est beaucoup moins cher. Donc on s'est mis au rhum. Si certains ont trouvé leur solution, pour les autres, avant de déguster à nouveau tous les produits qu'offre l'île, il faudra attendre un certain temps. En tout cas, un temps plus ensoleillé. Et après Sainte-Marie, en Martinique, la ville de Malakoff, dans la région des Hauts-de-Seine, a gravé dans le marbre sa reconnaissance envers Clarissa Jean-Philippe. Au lendemain du 3e anniversaire de la mort de la policière municipale d'origine martiniquaise, une plaque a été dévoilée à l'endroit même où celle-ci a été assassinée. Reportage Solène Boisset. L'hommage de la ville de Montrouge pour laquelle travaillait Clarissa Jean-Philippe est en place depuis 2 ans ici. Mais c'est sur le trottoir d'en face, situé sur la commune de Malakoff, que la policière de 27 ans a été abattue.
3 ans après le drame, la municipalité a officialisé le caractère mémoriel de cet endroit. Clarissa était une policière municipale de Montrouge, ville qui est juste en face. Elle a été tuée sur ce trottoir. Vous avez le sanctuaire qui a été improvisé sur ce lieu dès le lendemain de son assassinat. La famille souhaitait qu'à cet endroit même, il puisse y avoir un lieu de recueillement digne de ce nom. Nous avons répondu à leur demande. Les mots gravés sur la plaque sont les mêmes que ceux gravés sur la tombe de Clarissa en Martinique. Les mots choisis sont ceux d'une mère à sa fille. Je suis au cœur de voir qu'on pense à elle tout le temps. Je dis merci à tout le monde. Et ça me fait du bien de voir qu'on pense à ma fille. Là, j'ai le cœur qui est blessé, mais je sais, elle veille sur nous. Moins médiatisé que la mémoire des journalistes de Charlie Hebdo, le souvenir de Clarissa Jean-Philippe est désormais figé dans 4 communes de France. Surtout les paroles, c'est touchant, ça fait voir qu'elle est là, quoi. Même si c'est à travers d'une plaque, au moins c'est qu'elle est là, ça fait plaisir. C'est qu'elle est inaugurée des deux côtés. Elle n'est pas oubliée en tout cas. Elle n'a pas été oubliée après 3 ans. Ça fait plaisir, surtout pour maman, ça lui fait beaucoup de plaisir. Il y a 2 ans, pour le premier anniversaire de la mort de Clarissa, c'est le président lui-même qui avait dévoilé la plaque à Montrouge. Cette fois-ci, son successeur Emmanuel Macron, en déplacement en Chine, a manqué l'hommage. Son absence a été très regrettée par la famille, arrivée le matin même de Martinique. Créé il y a tout juste 18 mois, le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de la ville de Sainte-Anne vient de faire ses preuves. En 1 an et demi, les autorités ont enregistré une baisse de plus de 50% des cambriolages. De même, une forte diminution des nuisances aurait été constatée par les habitants. Comment cela a-t-il été rendu possible? Bilan de ce CLSPD avec Yvan Lemar. Les priorités du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de la ville de Sainte-Anne ont été fixées pour 2018. Renforcer les dispositifs éducatifs et l'accompagnement des familles, renforcer les moyens d'insertion sociale et la mise en place de la vidéoprotection. La ville de Sainte-Anne, dans le cadre de la communauté d'agglomération, est la seule ville qui n'avait pas la vidéoprotection. Et d'ailleurs, c'est avec la communauté d'agglomération qu'elle sera mise en place. Et ce sont 10 caméras qui seront installées d'ici la fin du mois de mars. Et donc nous avons surpassé déjà les 10 premières caméras dans des endroits qui soient stratégiques. Et ce qui est intéressant, c'est que le rendu de cette vidéoprotection se fera sur les 4 communes, donc en étroite collaboration avec les différentes polices des autres communes et de gendarmerie. Ce qui veut dire que ceux qui veulent s'aventurer à commettre des méfaits, des faits illicites, et bien forcément seront quelque part quadrillés avec ces 4 communes. Un conseil des droits et devoirs des familles sera mis en place. Il est de notre devoir d'accompagner les familles qui se sentent isolées face à leurs difficultés dans l'éducation de leurs enfants, qu'ils soient de jeunes parents d'enfants qui sont en classe maternelle ou à la crèche, ou encore des parents plus expérimentés au niveau du scolaire du public lycée sur des problématiques d'addiction. Ça peut être des écrans, ça peut être une problématique d'addiction aux toxicomanies ou toutes sortes de difficultés qu'un parent peut rencontrer. Autre nouveauté, la création d'une équipe de rue. Elle va nous aider à étoffer le diagnostic local de sécurité par une présence sur le territoire pour pouvoir interroger la population et en tout cas être à la disposition de la population pour que celle-ci leur fasse des remontées sur leur manière de percevoir la tranquillité publique et les difficultés d'insertion professionnelle et sociale. Et dans un second temps, en fait, elle va nous être un outil utile pour contribuer à la mise en œuvre de nos actions de lutte contre les exclusions, et en particulier pour des publics de 18 à 30 ans, en les réinsérant, leur proposant un accompagnement, par exemple un point d'accès aux droits, en les accompagnant notamment dans leurs démarches administratives et de leur insertion dans l'activité professionnelle. 4 jeunes Sainte-Annais ont été recrutés pour cette équipe de rue. Ils seront envoyés sur le terrain à la fin du mois. Et restez sur ATV Guadeloupe. Dans quelques minutes, nous craquerons peut-être nous aussi pour les picolettes, ce petit oiseau très prisé par les Guyanais. Et puis rencontrer découverte de l'espace muséal comme une case, imaginé comme une case, par l'artiste Anaïs Verspan au pavillon de la ville de Pointe-à-Pitre. Réputé pour son chant extraordinaire et son élégante posture, le picolette est un oiseau très prisé en Guyane, meilleur ami de l'homme au même titre que le chien. Certains Guyanais n'hésitent pas à se promener avec l'oiseau dans sa cage, une passion que l'on ne peut voir qu'en Guyane. Jonathan Lariot a tenté de comprendre les raisons d'un tel attachement. On va manger? On change?
Mais oui. Mais oui, on va changer. Allez hop. Tous les jours, dès le lever du soleil, Marc se livre à un véritable rituel quotidien. Je fais toujours un tour de cage, vérifier si tout le monde va bien, si tout le monde a à boire, à manger. C'est un peu mes bébés, hein. C'est vrai qu'on en prend soin comme si c'était des petits-enfants. Parce qu'après ils sont assez fragiles et tout, donc on en prend soin, ouais. Il faut. Les bébés à qui s'adresse Marc, ce sont eux, des picolettes, de petits oiseaux chanteurs très prisés en Guyane. Comme beaucoup de Guyanais, pour ce père de 41 ans, les picolettes qui partagent sa maison sont plus que de simples animaux domestiques. Ils font partie intégrante de sa vie. C'est-à-dire que tous les oiseaux qu'il y a à la maison, comme pour les enfants, ils ont un nom. Donc ça permet d'avoir vraiment une plus grande relation avec. Donc lui c'est Picasso et puis il y en a d'autres, il y a Chronos qui est à côté. C'est une passion que j'ai depuis tout petit. J'ai eu l'occasion de la découvrir par rapport à des amis dans le quartier ou bien par rapport à mon beau-frère. C'est vrai que les journées où je m'en occupe pas, j'y pense fortement. Voilà monsieur, service. Mais la passion pour les picolettes ne s'arrête pas là, car ces oiseaux sont aussi de grands compétiteurs. Si Marc est surtout porté par l'élevage et ne possède aucun oiseau pour de la compétition, plusieurs fois par an, les amateurs se réunissent autour d'un championnat où leurs protégés s'affrontent dans un concours de chant. À la maison, de temps en temps, les week-ends, j'aime bien les faire s'affronter, non pas pour la compétition, mais vraiment pour de l'entraînement et puis pour qu'ils puissent garder une forme et quand même s'habituer, quoi. Il y a un vrai business qui se fait autour et c'est vraiment quelque chose de grand, quoi. Il y en a qui vont même apparier des voitures ou des maisons, ça se fait notamment au Brésil. Paris des 4x4 pour des oiseaux par exemple. Donc après c'est vrai que c'est quelque chose qui a une grande ampleur. Ça demande de l'entraînement. Hein. En Guyane, cet oiseau est une véritable institution. Ici, ce n'est pas son chien que l'on promène, mais ses picolettes. Dans les rues, à bout de bras et même au stade de football. Ils sont transportés partout en cage afin qu'ils s'habituent au bruit et aux personnes. C'est un oiseau qui est porté fièrement, de par tout le monde, hein, je pense. Hein. C'est un peu un oiseau roi. Arborer fièrement l'oiseau chanteur est une tradition indélébile du département. Certains parleraient même de légendes locales où ces oiseaux transporteraient l'âme de leurs ancêtres. Elle est aussi mystérieuse que talentueuse. L'artiste peintre Anaïs Verspan expose en ce moment au pavillon de la ville de Pointe-à-Pitre. Jusqu'au 31 janvier, le conseil départemental lui donne carte blanche pour s'approprier les espaces d'un musée traditionnel. Yvan Lemar nous livre sa vision. Et si l'espace muséal était une case? À travers son exposition, Anaïs Verspan nous donne sa réponse. Une exposition qui mêle les objets du musée Schellcher avec les musées usuels de la case et conjuguer et faire vivre tout cela. La décoration d'une case, c'est particulier, c'est très atypique, donc c'est une mise en scène. Donc j'ai voulu garder toute cette poésie en fait de la case et la transposer dans un espace musée. Avec des photos ou des vidéos, l'artiste se met elle-même en scène en incarnant une poupée créole pour une visite guidée dans la case guadeloupéenne. Si on a une carte blanche, c'est pour vraiment être en danger. Et j'ai saisi cette occasion pour me mettre en danger. Généralement, je me cache derrière mes peintures. Et là, je voulais me mettre en scène. Je voulais sortir, être en danger. Je pense que l'artiste, il faut qu'il se mette en scène également. Donc, c'était maintenant ou jamais. La méthodologie, l'organisation des pièces ont été étudiées pour retranscrire l'esprit de la case traditionnelle. J'ai pensé cette expo comme une exposition installation. Donc chaque photo est reliée à un objet, soit du musée Schellcher, soit un objet usuel de la maison. C'est une exposition vraiment pédagogique. Donc j'ai vraiment utilisé la photo comme de la peinture. Chaque œuvre, chaque photo a été pensée dans les moindres détails. C'était vraiment une carte blanche où j'étais metteur en scène, acteur principal. C'est vraiment une pièce de théâtre, on va dire. Susciter l'émotion avec ses œuvres, c'est l'objectif de l'artiste. Moi, ma satisfaction, c'est d'entendre « Oh, ça me fait penser à mamie. Tu te rappelles, mamie nous disait « Ah non, faut pas s'asseoir là, machin. » Juste ça, ou même une angoisse également, c'est assez particulier, mais quand quelqu'un me dit « Oh, Anaïs, cette photo-là où ton expo m'a chamboulé », ben, pour moi, c'est une réussite. C'est cette première émotion. Ça veut dire que mon art est vivant.
Et quand l'autre s'approprie ma peinture, quand l'autre apporte sa mémoire, voilà, mon œuvre d'art est infinie et je suis plus, quoi. Carte blanche d'Anaïs Verspan est disponible jusqu'à la fin du mois au pavillon de la ville de Pointe-à-Pitre. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. Faites des réserves d'eau. Si vous habitez à Sainte-Anne, des coupures sont prévues demain dès 18h avec un retour à la normale dans les robinets le lendemain à 6h du matin. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au centre commercial de Millénis aux Abîmes de 13h à 17h30. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce mardi 9 janvier. Nous l'avons vu ce soir, les 4 députés de la Guadeloupe pour la première fois rassemblés pour évoquer les dossiers sensibles de l'actualité. Gestion de l'eau, crise du CHU. Ces derniers souhaitent défendre la Guadeloupe d'une même voix. Et la commune de Saint-François prend de l'eau et ce sont les habitants qui boiront certainement la tasse. Près de 6 millions d'euros de déficit budgétaire. La Chambre régionale des comptes préconise une hausse des impôts, une mesure qui ne fait pas l'unanimité à Saint-François. Et puis, un bilan plutôt positif pour le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de la ville de Sainte-Anne. Il a permis en 18 mois d'enregistrer une baisse significative de plus de 50% des cambriolages. Yvan Lemar nous a détaillé les mesures qui font leur preuve pour lutter contre la délinquance. Et le conseil départemental donne carte blanche à Anaïs Verspan au pavillon de la ville à Pointe-à-Pitre jusqu'au 31 janvier. À travers un ensemble d'œuvres, l'artiste revisite l'espace muséal. Il nous interpelle sur nos us et coutumes. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h47.